Bienvenue dans le podcast Instant Thérapie. Ici, je vulgarise la psychologie, la santé mentale et plus particulièrement le psychotraumatisme. Je suis Martha, la psy en ligne, psychopraticienne en relation d'aide et psychotraumatologue. Sève est située. Nous allons parler au cœur du trauma, mais de manière accessible à tous. Alors rejoignez-moi pour des discussions éclairantes et inclusives qui visent à démystifier ces sujets qui sont parfois trop complexes et à promouvoir le bien-être mental pour tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Instant Thérapie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel. Comment savoir si l'on a vécu un traumatisme ? Ce thème touche de nombreuses personnes et il est important de le traiter avec sensibilité et compréhension. Alors pour commencer, définissons ce qu'est un traumatisme. Parce que beaucoup de personnes ont, on va dire, la réponse à cette question ou pensent l'avoir. Et puis il y a cette fausse croyance un petit peu qui est dans l'inconscient collectif, qui serait que le psychotraumatisme, c'est obligatoirement un événement très grave que l'on a vécu, comme une catastrophe naturelle, un accident de voiture ou des choses comme ça. Et malheureusement, c'est une fausse croyance. Donc, on va le voir dans cet épisode un petit peu, mais un traumatisme, c'est plus que ça. Mais bien sûr que ça résulte d'un événement ou d'une série d'événements qui va causer en fait une détresse émotionnelle intense. C'est un événement qui va venir faire, en fait, on dit effraction dans la vie d'une personne de manière en fait soudaine, imprévue et intense et qui va mettre en fait en péril son équilibre psychique. Et donc l'origine du psychotraumatisme n'est pas obligatoirement un événement massif, comme on pourrait le croire, parce que souvent les personnes n'arrivent pas à prendre conscience de ça, mais ce n'est pas obligatoirement un événement massif, mais plutôt très souvent un épisode qui va se répéter, finalement plusieurs fois en fait dans notre vie. Et il est crucial en fait de comprendre aussi que chaque personne va réagir différemment à ces événements et ça sera plus lié au style d'attachement que l'on aura développé dans l'enfance. Et le seul style d'attachement qui évite de développer un psychotraumatisme, c'est l'attachement de style sécure. Voilà, après j'y reviendrai peut-être plus en détail sur un autre épisode, de parler des styles d'attachement. Mais il a été prouvé que voilà, si nous avions un style d'attachement désorganisé, on aurait beaucoup plus tendance à vivre un psychotraumatisme. Et en plus, il faut prendre en compte que le style d'attachement désorganisé, il va potentiellement se transmettre de génération en génération. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais quels vont être quand même les signes d'un traumatisme ? Parce que ça, c'est intéressant quand même de le souligner. Alors, comment savoir finalement ? Alors, les signes peuvent être variés d'une personne à l'autre, puisqu'on est tous différents et donc on va tous réagir différemment à un événement. Donc, certains peuvent ressentir des flashbacks, de l'anxiété, des troubles du sommeil ou carrément des changements d'humeur, des changements au niveau de la concentration. Ils peuvent avoir aussi de l'impulsivité. Ça peut être d'ailleurs des symptômes qui peuvent se rapprocher du TDAH et pour le coup, ça ne sera pas un TDAH. D'autres peuvent éprouver des difficultés à établir des relations, donc avoir de grosses difficultés dans les relations interpersonnelles. Mais voilà, cependant, il est vraiment important de souligner que c'est pas vraiment à vous de vous auto-diagnostiquer sur ces points-là, mais plutôt de se dire, bah moi, en fait, mon rôle, c'est vraiment euh, de prendre soin de moi, d'être à l'écoute, ben, si je me sens pas bien dans ma vie, si mes émotions
sont dérégulées, si j'ai beaucoup trop d'anxiété, si je fais des cauchemars à répétition, si j'ai des flashbacks, si je suis figée en fonction d'un événement ou d'une parole que va dire quelqu'un, etc. Donc plein de petits détails comme ça où là, il va falloir être à l'écoute et se dire, allez, eh bien, je vais peut-être me rapprocher d'un professionnel, d'un thérapeute et demander son avis et demander de l'aide. Parce que finalement, il y a des fois des psychotraumatismes pour lesquels on n'aura pas du tout l'idée de se dire que ça, c'est un traumatisme. Et pourtant, si je vais vous énumérer un petit peu les psychotraumatismes que l'on peut retrouver, mais il va avoir par exemple les catastrophes naturelles, bien évidemment, mais aussi les divorces, les violences psychologiques. On aura aussi des traumatismes plutôt vicariants pour tout ce qui est pompiers, militaires, donc les professions, même les policiers aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre? Tout ce qui est agression sexuelle, viol, incendie, accident. euh, Voir voilà, quelqu'un qui vit quelque chose de grave, être, voilà, être présent à un événement, mais nous ne pas être vraiment la victime, mais vraiment voir un événement très très grave. Donc les violences conjugales aussi, les relations toxiques engendrent des traumatismes. Et puis après, ben, tout ce qui est aussi guerre, les violences psychiques, humiliation, euh, les blessures émotionnelles, bien sûr, rejet, etc. La migration, déménager pour des raisons de guerre ou autre. Tout ce qui est oppression systémique aussi, hein. Donc ça aura un impact forcément. Et puis aussi, on n'y pense pas assez souvent, mais il y aura aussi le vide, en fait. L'absence d'un parent, que ce soit le père ou la mère, peut et va très certainement engendrer un psychotraumatisme parce que le vide, c'est aussi une non-réponse à des besoins physiologiques que l'on peut avoir dès l'enfance. Et donc, voilà, même la présence physique aussi, l'absence, voilà. Donc, c'est vraiment une absence émotionnelle qui pourra engendrer ça. Et puis, il faut comprendre aussi qu'il y a différents types de traumatismes et différents niveaux. On les catégorise de 1 à 3. On va dire que le type 1, c'est plutôt un traumatisme simple, donc un événement soudain qui va avoir lieu une seule fois. Le type 2, ça sera plutôt un traumatisme qui va commencer à se répéter, mais sur une période donnée. Euh, Et puis le type 3, ça va vraiment être le traumatisme complexe. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'attachement. Donc si on vit dans un environnement instable, bien sûr que les conséquences seront beaucoup plus multiples et envahissantes. Et elles vont en fait débuter à l'âge enfant pour peut-être ne jamais s'arrêter. Et très souvent, moi je reçois des personnes en cabinet qui sont totalement hors de leur fenêtre de tolérance, qui sont en hyperactivité, qui sont en hypervigilance, qui sont totalement dérégulés, mais en fait depuis toujours. Donc pour eux, c'est leur mode de fonctionnement classique. Donc on va faire le point sur certaines choses, ils vont nous dire bah non, moi c'est normal en fait, qui auront un contrôle plus, une psychorigidité. euh, et en fait, tout ça, bon, bah, bien sûr que ça décline d'un trouble anxieux, mais très souvent, derrière, il y a un psychotraumatisme depuis toujours. Mais comme en fait, la personne a toujours fonctionné comme ça, c'est là qu'on parle de type 3 et qui est complexe parce que du coup, la personne vit avec depuis toujours. Et ça a été des répétitions, répétitions, répétitions. Et finalement, ça l'est encore peut-être à l'heure où elle consulte, puisque il est possible qu'elle soit toujours en lien avec cette famille toxique, donc qui continue à la maltraiter psychologiquement. Peut-être que c'est plus physiquement, mais ça peut continuer psychologiquement. Ça peut être une emprise, ça peut être... voilà. Et donc c'est peut-être une personne qui n'est jamais sortie
en fait de ça, mais ça peut être aussi les oppressions systémiques qui peuvent aussi conduire à ça, et là, ça sera plus un traumatisme identitaire. Voilà sur ce que je pouvais dire. Je réfléchis pour voir si vraiment il y a d'autres choses que l'on peut énumérer sur les traumatismes. Parce que suis peut-être allée peut-être un peu trop vite quand Ah oui, bah oui, j'ai peut-être pas énuméré aussi l'état de stress post-traumatique en fait finalement et la réaction émotionnelle intense. Donc très souvent, on a aussi des personnes qui viennent en cabinet en nous indiquant oui, moi je suis hypersensible. Et ça me fait assez sur le coup sourire parce que déjà c'est un autodiagnostic et il faut jamais réaliser d'autodiagnostic en fait, c'est pas conseillé. Mais en plus, si vous voulez, l'hypersensibilité, là, quand on vient et qu'on me dit oui, j'ai une hypersensibilité, souvent, ce qui n'est pas vu, c'est que l'hypersensibilité, elle s'arrête pas aux émotions. Et en fait, très souvent, quand il y a une hypersensibilité traumatique, en fait, c'est une hyper-émotivité due au traumatisme que la personne a vécu. Et donc, à chaque fois que, par exemple, si c'est un traumatisme dû à la blessure d'humiliation, par exemple, donc depuis l'enfance, cette personne, elle est humiliée. Eh bien, si elle vient en cabinet et puis qu'elle me dit, euh, voilà, moi, à chaque fois que on me fait des réflexions, qu'on critique mon travail au boulot, etc., je me sens humiliée. Et donc, du coup, je vais pleurer, je vais être bloquée, figée. Et je vais juste avoir une réaction émotionnelle intense que les personnes ne vont pas comprendre. Et voilà, il y a des gens qui vont catégoriser ça comme une hypersensibilité. Alors effectivement, on peut le souligner comme ça, c'est une hypersensibilité émotionnelle, mais en réalité, c'est pas le bon terme qui est employé parce que là, ça va être une dérégulation émotionnelle, une émotivité émotionnelle intense en lien avec des événements qui lui rappellent en fait, sans s'en rendre compte, son traumatisme qui s'est répété, répété, répété. Et donc, comme ça s'est tellement répété, elle va pas te dire oui, j'ai vécu un traumatisme. Parce que les personnes, comme je vous le disais tout début, associent le traumatisme à un événement fou, choc, intense et vécu qu'une fois. Et donc, pour eux, l'environnement familial, le comportement de leurs parents, leur comportement des professeurs aussi, beaucoup de personnes qui vivent des traumatismes aussi au sein des établissements scolaires, et bien comme c'est répété, comme c'est un petit peu aussi cautionné dans nos sociétés, eh bien ne fera pas le lien et donc voilà, va se catégoriser en hypersensible et va s'arrêter là en se disant bah voilà, plutôt je viens vous voir pour essayer de l'accepter et de voir comment on fait. Et là en fait j'arrête tout de suite parce que c'est pas une hypersensibilité je préfère être transparente quand ça relève que du sens, enfin que de la partie émotionnelle, on ne pourra pas le catégoriser d'hypersensibilité, donc ça sera une hyperémotivité, sûrement due à un traumatisme. Et en fait, si on le travaille, si on travaille sur les émotions, si on apprend à les accueillir, voilà, il y a beaucoup d'exercices, que ce soit sur le plan TCC ou même avec l'EFT ou même l'hypnose, euh, ou même carrément en lien avec la thérapie des schémas que j'utilise aussi. Vraiment, en fait, on se rend compte que c'est plus un dysfonctionnement qu'on a mis en place dans, dans notre mécanisme, mais plus c'est une réponse, en fait, c'est que notre cerveau, hop, la personne réactive notre trauma et la seule réponse que notre cerveau va trouver, c'est pleurer et d'être figé. Il ne va pas trouver d'autre réponse sur le moment. Et c'est là qu'on voit qu'on est sur une euh, hyper, hyper, je perds mes mots, j'en viens à perdre mes mots, où on est sur une hypervigilance, pardon, je vais y arriver, et donc on est carrément en dehors de sa fenêtre. Euh, et
pour aider les personnes, justement parce qu'il y a tellement de bullshit au quotidien qu'on voit sur les réseaux, donc tout le monde peut se catégoriser dans cette case. Et en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'hypersensibilité pure et dure, quelqu'un qui est hypersensible, vraiment, elle aura un souci dans toutes les cases, tous les sens seront hypersensibles. C'est-à-dire que elle ne va pas supporter le bruit. C'est quelqu'un qui ne va pas aimer être dans une atmosphère où il y aura trop de bruit, qui va pas aimer travailler en open space par exemple, qui va pas aimer pas trop aimer aller dans les concerts. Pourrait y aller, mais il faudra être bien préparé, etc. Ça va être une personne qui ne aimera pas certains vêtements parce que, pareil, au niveau du toucher, elle sera hypersensible. Voilà, ça va être une personne qui devra faire attention à où elle va vivre au quotidien, parce que pareil, vivre en ville, etc., ça va faire trop de bruit, donc ça va pas lui convenir. Enfin voilà, je veux pas rentrer en détail puisque je pourrais faire je pourrais d'ailleurs faire un épisode sur l'hypersensibilité, mais en tout cas, juste pour rappeler que quand il n'y a qu'une case qui est cochée comme l'hypersensibilité émotive, eh bien, il faut déjà se questionner sur est-ce que j'ai pas des blessures du passé non résolues et donc qui auraient pu déclencher un psychotraumatisme. Et déjà peut-être travailler sur cette base-là, etc., plutôt que de partir sur je suis hypersensible, point final, et d'oublier de travailler eh bien le plus important, si je veux dire, parce que y a des personnes qui vont rester sur ça, je suis hypersensible, point, et, euh, et qui ne vont pas vouloir le travailler ou prendre conscience de la chose. C'est peut-être aussi une forme de victimisation et ça fait partie aussi du processus, c'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où on en sort, où il y a un déclic, mais voilà. Au départ, on peut être très dans cette victimisation et donc on va trouver plutôt de cocher certaines cases pour répondre à ce qu'on voit au quotidien et surtout quand c'est en lien avec une blessure émotionnelle de l'enfance parce que il est difficile dès le départ de tout de suite remettre notre éducation, l'environnement dans lequel on a grandi, etc., etc., parce que nos cousins ont vécu la même chose, quand j'en parle à mes amis, ils ont vécu la même chose, mes frères et sœurs ont vécu la même chose, ils vont bien, et il n'y a que moi qui suis hypersensible en fait, quand je regarde au quotidien. Et très souvent, ça peut faire aussi un décalage. Mais je le répète, chaque personne réagit différemment à un traumatisme, à un événement traumatisant, et donc du coup on ne peut pas non plus se fier sur ça. Ça ne va pas être le seul critère. Et après, ben, l'état de stress post-traumatique, voilà, il va se catégoriser par une personne qui va être soit en hypo, soit en hyper au niveau de son système nerveux autonome et qui sera vraiment tout sauf ouverte à rencontrer du monde, à se sentir à l'aise pour prendre des décisions, à se sentir concentrée, en paix avec elle-même. Voilà, elle sera soit dans l'hyperactivité, donc anxiété, agitation, déconcentration, pensées confuses, irrationnelles. Voilà, et toujours sur le faire, et ça s'arrête jamais, et beaucoup de contrôle aussi. Il y aura beaucoup de contrôle. Et c'est ok, et souvent, quand j'essaie de faire prendre conscience en séance de la psychorigidité, c'est vraiment pas pour la travailler, puisque c'est quelque chose qui va partir quand on aura travaillé tout le reste, à savoir le trouble anxieux, mieux se connaître, ses schémas dysfonctionnels précoces mis en place, et sa blessure en elle-même, hein, son trauma en lui-même finalement. C'est quelque chose qui, après, on arrive petit à petit à lâcher prise. Mais il ne faut pas commencer par « je veux lâcher prise », ça n'ira pas. Mais par contre, prendre conscience que la rigidité, elle n'est pas normale, ça c'est déjà une bonne piste parce que très souvent, les personnes ont du mal à faire le lien entre rigidité plus et traumatisme.
et anxiété plus du coup. Il y aura aussi des personnes qui vont carrément être dans l'hypoactivation, donc carrément déprimées, fatiguées tout le temps. Ils auront beau se lever et avoir bien dormi, ils auront toujours une fatigue chronique en fait. Ils auront une difficulté à s'adapter facilement, ils auront besoin d'être s'isoler beaucoup, ils seront plutôt dans la lenteur. Voilà un petit peu. Et en fait, c'est vraiment la base, c'est de prendre conscience de tout ça. Mais déjà de se dire, c'est pas à moi de déterminer tout ça, c'est peut-être trop lourd. Juste de se dire, moi, mon rôle, c'est finalement de prendre soin de moi et de me faire accompagner quand j'ai besoin. Voilà, je pense que j'ai tourné un petit peu en rond pour cet épisode 2. Et j'espère qu'il vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force. Bye bye. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me mettre des likes pour me permettre une visibilité et puis à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Je t'invite aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. À très bientôt, prends soin de toi.